Pendant 10 ans, l'Attaque des Titans a été mon manga préféré. Il y avait quelque chose dans cette œuvre que je retrouvais pas ailleurs. C'était pas juste un concept sympa, une intrigue divertissante ou des personnages attachants. Non, il y avait une vraie maîtrise. Une maîtrise de la narration et du propos. En gros, tout était incroyable et tout était plein de sens. Isayama nous racontait quelque chose de fort. Et j'avais ce sentiment très rare, d'être devant une œuvre quasi parfaite. Mais le jour où j'ai découvert la fin de l'Attaque des Titans... Bon, pas au point de vouloir détruire l'humanité comme ce gros taré d'Eren, mais j'étais quand même bien déçu. Alors, on va clarifier direct, déçu, ça veut pas dire que je trouve que la fin est à chier et que tout est à jeter. Non, déçu, ça veut juste dire que, vu le sans faute qu'on avait eu pendant 10 ans, je m'attendais à mieux comme conclusion. Mais en vrai, il y a plein de trucs que je trouve sympas dans cette fin. Et d'ailleurs, on va commencer par ça, tiens, histoire de pas passer toute la vidéo à chouiner. Évidemment, il y a plein de scènes que j'ai trouvées excellentes, et je vais pas m'amuser à les lister ici parce qu'on s'en fout, mais mention spéciale à la scène du bébé de Schindler. Masterclass, comme on dit. Et globalement, j'ai bien aimé le déroulé de la bataille finale. C'est de l'épique, bien épique, avec plein de rebondissements. Coucou. Enfin, il y a quand même un petit bémol, c'est qu'on voit un peu trop que les héros portent une armure +3 en scénarium. Pas de mort à déplorer. Ça aurait pu être un moment idéal pour faire nos adieux à certains persos, comme le bon Reiner par exemple, qui aurait pu mourir en remplissant son rôle de protecteur une dernière fois. Au lieu de devenir un mec chelou qui sniffe des lettres. Mais la bataille reste sympa quand même, et notamment sa fin, avec le duel colossal entre Armin et Eren. Et aussi le fait que Mikasa tue Eren, c'est une super conclusion pour les arcs de ces personnages. Et avec tout ça, il y a évidemment une animation incroyable. Les moments émotion fonctionnent très bien aussi. On dit adieu aux personnages qu'on a suivis pendant des années, et forcément, ça fait quelque chose. Aussi, et je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais j'aime beaucoup les conséquences du grand terrassement. Ça fait beaucoup là, non? Si Eren avait été arrêté direct sans faire de victime, l'arc du grand terrassement aurait été flopesque. Et si Eren avait été au bout de son génocide, j'aurais trouvé ça moins intéressant pour l'histoire et les personnages. Ça aurait été une fin juste bonne à satisfaire les Dark Sasuke. Alors que là, on est sur un bel équilibre. Eren se fait arrêter par ses potes qui vont devenir des héros, mais le grand terrassement est assez traumatisant pour marquer à la fois l'univers, les personnages, et surtout, le plus important, les spectateurs. Alors je sais que certains ont l'impression que du coup le grand terrassement n'a servi à rien, vu que l'humanité en dehors des murs a survécu et qu'il y aura des guerres dans le futur, mais je suis pas d'accord. D'une certaine manière, Eren a atteint son objectif. Il a exterminé les titans et il a gagné suffisamment de temps pour que ses amis vivent une longue vie paisible. Et Paradis semble épargné pendant quelque chose comme 2 siècles. C'est long, 2 siècles. Alors ouais, Eren n'a pas mis fin au cycle de la haine. Mais en vrai, même si Eren avait pu mener à terme le grand terrassement, il n'y aurait quand même pas eu de paix éternelle. Faut être incroyablement naïf pour penser qu'un monde entier peut connaître la paix pour toujours. Tant qu'il y aura des humains, il y aura des conflits. Et même avec toute la puissance du monde, Eren n'aurait jamais pu changer la nature humaine. Les habitants de Paradis auraient bien fini par trouver une bonne raison de s'entre-déchirer. D'ailleurs, on sait même pas qui bombarde la ville à la fin. Ça pourrait très bien être une guerre civile. Ça serait pas la première. En tout cas, montrer le futur lointain de son univers, c'est un choix audacieux de la part d'Isayama. Et ça, je respecte. Aussi, le petit épilogue avec le gamin et son chien qui tombe sur l'arbre d'Eren, j'aime bien. C'est le début d'un nouveau cycle. Mais un cycle de quoi? Probablement pas avec des titans. Ymir a obtenu un corps de titan parce qu'elle était en danger de mort, et qu'elle avait besoin d'un corps fort pour survivre. Mais le petit gamin là, il est pas poursuivi par des chiens. Non, lui, il se balade avec son chien. C'est pas du tout la même ambiance. Alors, quel pouvoir il va obtenir? Eh ben on sait pas, et c'est très bien comme ça. Donc on n'est pas sur une fin catastrophique. Si on regarde juste le déroulé des événements, ça paraît même très bien. Mais une fin, ce n'est pas que des événements, c'est aussi des réponses. Et c'est plutôt à ce niveau-là que ça coince. Notamment les révélations qui concernent 2 personnages en particulier. Et le premier des 2, il s'appelle Eren. Ou plutôt... Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'avant-dernier épisode, Eren nous donnait les 2 motivations qui l'ont poussé à faire le grand terrassement.
La première, qu'on peut qualifier d'altruiste, avec des guillemets, est de protéger son île et ses amis du reste du monde, qui veulent les exterminer. 島をエルディアを救うため La seconde motivation est plus égoïste. 壁の外の現実は俺が夢見た世界と Eren a été déçu d'apprendre que l'humanité avait survécu hors des murs, que le monde était rempli d'ennemis, alors que lui rêvait d'un monde de liberté. Donc au fond de lui, il a envie de le créer, ce monde dont il rêvait tant. ついにたどり着いたぞこの景色になあアルミ Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Eren n'est pas un monstre. ごめん Il sait très bien que son plan est horrible. Il sait que la plupart des habitants de l'autre côté de la mer n'ont rien demandé, et qu'ils sont innocents, comme l'était sa mère. 母さんはどう思う Mais pour lui, il n'y a aucune autre solution. Donc on était sur un personnage profondément tragique, et profondément incroyable. Maintenant, voyons voir ce qu'on a dans le dernier épisode, quand Eren se confie à Armin. 全ては突き放した僕らをエレンを討ち取り人類を滅亡から救った英雄に仕立て上げるためそうだ Attendez donc, Eren, ce gros mytho, n'avait jamais prévu de raser l'humanité hors des murs? Sérieusement? Son plan depuis le début, c'était de faire une... Le truc, c'est que le plan de Lelouch à la fin de Code Geass, il correspond à mort au perso. On est sur un gros mastermind manipulateur. Alors que là, pour Eren, ça correspond pas du tout à la personnalité extrême qu'il a depuis le début du manga. Donc bon, ça fait un peu bizarre comme plan venant de lui. パラディ島の未来を運に任せて放棄することもない Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y avait vraiment pas besoin qu'Eren se prenne pour Lelouch. Le mec veut rouler sur le monde, ses amis le stoppent avant qu'il ait atteint son objectif, et voilà, on arrive exactement au même résultat, et ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin que le personnage soit à l'origine de tout le déroulé des événements. Et d'ailleurs, en parlant de ça... だから見逃した朝に向かわせたの Eren est donc à l'origine de la mort de sa propre mère. Alors on peut aimer l'idée pour son côté waouh, mais perso, je suis pas fan. Comment dire, je trouve que ça fait trop en fait. Eren n'a pas besoin d'être à l'origine de tout ce qui se passe dans l'attaque des titans. D'autant plus qu'on avait déjà une explication qui tenait très bien la route. あなたを探し出すから Bref, en tout cas, le but d'Eren, c'était donc d'écraser 80% de la population hors des murs, et que ses amis le stoppent pour qu'ils deviennent des héros aux yeux du monde. Ok, au moins c'est clair et simple. Si seulement. 俺が確実に分かっていたことはミカサがもたらした結果全てその結果に行き着くためだけに俺は進み続けた人類を虐殺して Donc en fait, ce qui motivait Eren à avancer depuis le début, c'était pas de faire une Lelouch, mais c'était d'amener Mikasa à faire un choix pour mettre fin à la malédiction des titans. Mais les deux motivations ont rien à voir. 俺は文字通り壁外人類の根絶を完遂しようとしてお前たちに阻止される俺は平らにしたかったんだこの景色が見たかった Bon frérot, à un moment faudrait savoir. Là en moins de 5 minutes, tu viens de donner 4 justifications différentes à pourquoi t'as fait le grand terrassement, dont certaines qui se contredisent entre elles d'ailleurs. Alors je comprends que c'est le bordel dans ta tête, avec le présent, passé, futur qui se mélangent, tout ça, mais bon, faudrait savoir quand même. J'avoue que je comprends pas trop l'intérêt d'avoir mélangé toutes ces motivations pour Eren. Ça donne un côté brouillon et une complexité qui apporte pas grand chose. Alors qu'on avait quelque chose qui fonctionnait très bien avec les motivations données dans l'épisode précédent. Eren voulait protéger les siens et créer le monde du livre d'Armin. Simple, efficace, masterclass. Mais vous savez quoi? Ces motivations approximatives, c'est même pas le pire avec Eren. Non, le pire, c'est la révélation qui vient juste après. まだ起きてない虐殺を止めるんだできないお前たちが救える人類は2割までだもう決まっている決まっている En fait, tout ça, c'était écrit. Donc en gros, Eren nous dit que rien ne peut changer l'avenir qu'il a aperçu. もう何度も試みては失望したが未来の記憶は寸分たがわぬまま起こることは変わらなかった D'ailleurs, il réalise que ce qu'il fait ou ce qu'il va faire, c'est de la merde. バカだからだどこにでもいるありふれたバカが力を持っちまった Donc il désavoue lui-même ses actes. Mais d'après lui, il ne peut pas s'arrêter, parce que c'est comme ça que l'avenir est écrit. Et ça, je trouve que c'est vraiment le pire truc qui pouvait arriver au personnage. 自由だ Déjà, c'est quoi cette phrase? C'est facile de faire dire ça au personnage, mais comment ça mon ref Isayama? Eren vient de nous avouer que c'est lui qui avait envoyé sa belle-mère bouffer sa mère, qu'il est intervenu.
comme à plein d'autres moments du manga, justement dans le but de créer ce futur dans lequel a lieu le grand terrassement. Qu'est-ce qui l'empêchait de ne pas intervenir? Techniquement, rien. C'est lui et lui seul qui a poussé son père à tuer les Rice. C'est sa volonté qui a forgé ce présent, et donc sa volonté aurait aussi pu l'empêcher, s'il l'avait voulu. Donc l'argument du futur immuable ne fonctionne pas. Cet argument, c'est une facilité d'écriture. Et c'est pas le genre de truc auquel nous avait habitué Isayama. C'est ça le problème de trop jouer avec le temps. Ça peut donner des scènes incroyables, c'est vrai, mais en même temps, ça crée des boucles temporelles, avec leur lot de paradoxes. Et parfois, ça peut même diminuer l'importance des choix et des actions des personnages. Parce que si le cours des événements est immuable et inévitable, comme le dit Eren, ça veut dire qu'il n'y a pas de réel libre arbitre, seulement une illusion de libre arbitre. Et donc ça veut dire que les choix n'ont aucune valeur, puisque ce sont de faux choix. Et comme une intrigue est faite en bonne partie des choix de ses personnages, bah ça diminue la force de l'intrigue tout entière. Et je trouve ça encore plus dommage quand on a un personnage comme Eren. Un personnage avec une détermination et une volonté aussi forte, c'est dommage de les effacer derrière du déterminisme. Alors je crois que je comprends l'idée derrière le choix d'Isayama. Je pense qu'il voulait montrer que, même avec toute sa puissance, Eren ne peut échapper au futur, qu'il est lui aussi un esclave. Et peut-être même qu'Isayama est parti dans un délire un peu méta, du genre les personnages n'ont pas de libre arbitre et ne peuvent pas être libres parce qu'en fait ils sont les marionnettes de leur auteur, qui décident de leur destin. Bon, je sais pas si Isayama avait ça en tête, mais perso, j'accroche pas trop à l'idée. Par contre, j'accroche beaucoup plus au concept philosophique d'esclave de la liberté. Dans le sens être esclave de son désir de liberté. Je trouve ça bien plus intéressant comme approche et comme réflexion. みんな何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだな。みんな何かの奴隷だった。 Faire de Eren un esclave de son désir de liberté, c'était déjà bien suffisant. Il n'y avait pas besoin en plus de faire de lui un esclave du futur. Avec le recul, je pense honnêtement que l'œuvre aurait été mieux sans toute cette histoire de souvenirs de l'avenir et de futur immuable. Alors j'aurais bien aimé développer cet avis plus en détail. Il y en a des mots. Mais la vidéo est déjà bien assez longue, et j'ai encore d'autres problèmes à régler avec notre ami Eren, et notamment dans cette fameuse scène. Alors, j'ai aucun problème avec le fait que Eren soit vulnérable. Au contraire, c'est super de montrer que Eren reste un humain, avec ses émotions et ses faiblesses, d'autant plus que le contexte s'y prête. Il est en train de se confier et de faire ses adieux à son meilleur ami. C'est normal qu'il ait peur de la mort, et c'est normal qu'il ressente de la culpabilité pour ses actions. Mais par contre, ça là... Ça pour moi, c'est non. Parce que pendant littéralement tout le manga, ça crevait les yeux que Mikasa était amoureuse d'Eren. Tous les spectateurs le savaient, et probablement tous les personnages aussi. Par contre, du côté de Eren, il y avait rien. À tel point que pas mal de spectateurs pensaient qu'il n'avait vraiment aucun sentiment amoureux pour Mikasa, seulement des sentiments fraternels. Alors, c'est quoi l'excuse? Il était timide? Eren, timide. C'est ça l'explication? Écraser 80% de l'humanité, c'est ok, mais avouer ses sentiments, c'est trop dur? Donc ouais, Eren qui chouine parce qu'il veut que Mikasa n'aime que lui, alors qu'il a quasiment jamais rien fait pour être avec elle, c'est non seulement extrêmement pathétique, comme le fait justement remarquer Armin, mais en plus, ça paraît incohérent par rapport à la façon dont Eren s'est comporté durant quasiment tout le manga. Donc, c'est pas ouf. Avec tout ça, j'ai l'impression que ce dernier épisode a fait plus de mal au personnage d'Eren qu'autre chose en fait. Et ça, c'est quand même dommage. Mais malheureusement, Eren n'est pas le seul personnage à avoir été abîmé par le dernier épisode. Il y a aussi... Ymir est un personnage incroyable. Le concept de la petite fille esclave qui est devenue une quasi-déesse, mais qui en fait est restée une esclave, même jusque dans la mort, c'est excellent. Et toute cette scène où Eren, par empathie, arrive à comprendre Ymir, à la libérer de l'influence de la lignée royale, en lui faisant comprendre qu'elle peut choisir par elle-même plutôt qu'obéir. C'est l'une des plus belles scènes de l'œuvre. Et bah j'étais très surpris d'apprendre dans le dernier épisode que, en fait, de 1, Eren n'avait pas du tout libéré Ymir, et que de 2, Ymir n'était pas enfermée dans le chemin à construire des titans pour l'éternité à cause de son conditionnement d'esclave, mais parce qu'elle était amoureuse du roi Fritz. Donc Isayama veut nous faire croire que Ymir était amoureuse de ce mec-là,
Ce mec qui a brûlé son village, tué ses parents, coupé sa langue et l'a forcé à porter ses enfants? 信じられなかったけど Sans déconner! Donc là, vous êtes en train de me dire que si Ymir a pas dégommé Fritz après avoir obtenu son pouvoir de titan, c'est pas parce qu'elle était conditionnée pour obéir comme une esclave, mais c'est parce qu'elle était amoureuse du roi Fritz, un homme de 30-40 ans, alors qu'elle avait genre 10 ans. Premier degré, je suis curieux de connaître la définition que donne Isayama à l'amour, parce que ce que ressent Ymir, pour moi, c'est pas de l'amour. À la limite, c'est une sorte de syndrome de Stockholm bizarre, une maladie psychiatrique peut-être, mais pas de l'amour. 2000年経ってもユミルを縛り続けていたものの正体だ Donc l'amour serait le secret derrière la vie et l'emprisonnement d'Ymir. Un secret vraiment très très bien caché alors. Parce que quand on voit le flashback qui raconte sa vie, ça parle quasiment pas d'amour. Ça parle avant tout d'esclavage et de liberté. Par contre, ce qu'il y a, de manière assez évidente, c'est qu'Ymir voulait être aimé. Elle aurait aimé connaître l'amour. En gros, Ymir aurait simplement voulu avoir une vie normale. C'est d'ailleurs ce qu'a compris Eren, et c'est pour ça que Ymir décide de l'aider de son plein gré. お前は奴隷じゃない神でもないただの人だ Mais vouloir être aimée et être amoureuse, ça n'a rien à voir. Donc expliquer après coup qu'en fait Ymir était amoureuse de la pire monstruosité qu'on a pu voir de tout le manga, sans plus développer ça, comme si on était sur un ta gueule c'est magique, bah c'est pas ouf. J'ai comme l'impression que l'amour et les relations amoureuses, c'est pas le point fort d'Isayama. Coucou. Mais bon, ok, acceptons l'idée qu'Ymir est amoureuse du roi Fritz, et que c'est cet amour qui la maintient dans le chemin et qui la fait souffrir. Étant donné que, à ce moment-là, Eren n'a pas libéré Ymir. Alors, comment il faut faire? 苦しみから解放してくれる誰かを求め続けついに現れたそれがミカサだ Donc, en résumé, pour être libéré de ses attachements envers le roi Fritz, Ymir a besoin de voir Mikasa tuer son amour Eren pour le bien commun. En gros, Mikasa lui sert de modèle, en lui montrant qu'il est possible de se libérer d'un amour néfaste. Bon, déjà, cette sorte de catharsis, c'est un peu tordu. Mais surtout, le fait qu'il faille Mikasa en particulier, c'est un peu bizarre, vous trouvez pas? D'ailleurs, Armin lui aussi trouve ça bizarre. なんでミカサなの？そりゃ始祖ユミルにしかわからねえよ Ah ouais, pratique la réponse. Comme ça, pas besoin de justifier son choix par un raisonnement cohérent. Parce que si on réfléchit un peu, y a pas de vraie bonne raison que ce soit Mikasa. Déjà parce que l'amour que ressent Mikasa pour Eren est très différent de l'amour que ressent Ymir pour Fritz. Les deux relations n'ont rien à voir. Ymir n'a aucune bonne raison d'aimer Fritz, alors que Mikasa a des tas de raisons d'aimer Eren. Mais surtout, Eren aime Mikasa. C'est ça la grosse différence entre ces deux histoires. Le roi Fritz n'aime pas Ymir. Il en a rien à foutre d'elle en tant que personne. Il la considère comme une esclave. Tout ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir d'Ymir, qu'il veut contrôler. Donc on a d'un côté l'amour le plus tordu et le plus unilatéral qui ait jamais existé, et de l'autre, un amour réciproque de deux adolescents dont le seul problème est qu'ils sont trop timides pour s'avouer leurs sentiments. Bon ok, à la fin, il y a d'autres problèmes qui se rajoutent. お前が大嫌いだった Mais dans le fond, ces deux amours n'ont rien à voir. Et Mikasa qui tue Eren, ça n'a rien à voir avec Ymir qui laisserait mourir le roi Fritz. Le parallèle est bancal. Mais bon, après tout, qu'est-ce que j'en sais? C'est sûrement très cohérent dans la tête d'Ymir. 始祖ユミルの心の奥深くまで理解することはできない Très pratique. La question que je me pose, c'est pourquoi Isayama a voulu qu'Ymir aime le roi Fritz? Qu'est-ce que cet élément apporte à l'œuvre? Le fait que Mikasa tue Eren aurait aussi bien fonctionné sans ça. Et la libération d'Ymir par Eren, elle fonctionnait déjà suffisamment bien en elle-même. Donc pourquoi cette histoire d'amour? À mon avis, l'idée que Ymir prête sa force à Eren, l'aide à faire le grand terrassement, puis disparaisse comme par magie avec la mort d'Eren, ça ne convenait probablement pas à Isayama, ce que je peux comprendre. Donc il a préféré trouver une raison logique qui expliquerait pourquoi Ymir serait libéré à ce moment-là. Mais le problème, c'est que la raison logique qu'il a trouvée n'est pas si logique que ça, ou du moins elle n'est pas suffisamment bien amenée. Et venant d'Isayama, ça fait bizarre. Une autre chose qu'on pourrait trouver dommage avec Ymir, c'est que sa réincarnation n'est pas du tout abordée. Oui, parce qu'on est d'accord que la fille d'Historia, là, c'est totalement la réincarnation d'Ymir. Déjà, dans les précédents épisodes, on avait eu droit à tout un tas de parallèles entre Historia et Ymir. Mais surtout, pendant quelques microsecondes, on peut voir que Historia est en train d'accoucher pendant la bataille finale. Ça veut dire que la petite est née à peu près au moment où Ymir a été libéré. Alors ça pourrait juste être une coïncidence, mais peut-être pas. Vous vous souvenez de Ymir? Non, pas celle-là, l'autre Ymir, celle qui avait des taches de rousseur, et accessoirement, le titan mâchoire. On sait que Historia avait une relation très privilégiée avec cet Ymir, ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances qu'elle ait nommé sa fille en l'honneur de sa défunte amie.
Cette petite fille, c'est probablement une petite Ymir. Donc soit on est sur une réincarnation concrète d'Ymir, dans le corps d'une enfant qui peut enfin vivre une vie normale, et surtout être aimée, comme Ymir l'a toujours voulu, soit on est sur une réincarnation symbolique. Mais dans les deux cas, c'est pas du tout mis en valeur. Et en soi, c'est pas dérangeant, y a pas besoin de tout expliciter dans une œuvre, y a des choses qui peuvent rester secrètes. Mais du coup, forcément, il y a plein de gens qui sont passés à côté de tout ça, et qui ont l'impression que toute cette intrigue d'Historia enceinte, c'était une perte de temps, avec une conclusion pas très satisfaisante. Et d'ailleurs, en parlant de conclusion pas très satisfaisante, au final, je trouve que le principal problème de cette fin, c'est que Isayama a voulu trop en faire. Trop de révélations et trop de retournements, qui n'étaient pas vraiment nécessaires, ou en tout cas, qui n'étaient pas aussi bien amenés que les précédents. Du coup, au lieu que tout fasse parfaitement sens, comme ce à quoi on avait été habitué tout au long du manga, on est plutôt laissé avec une impression de... mais... Donc le final de l'animé est pas catastrophique, il y a des choses sympas quand même, mais pour moi, c'est clairement pas la même qualité d'écriture que ce qu'on avait pu avoir dans le reste du manga, qui avait mis la barre très haut, trop haut peut-être. Donc pendant 10 ans, l'Attaque des Titans a été mon manga préféré. Et bah c'est toujours mon manga préféré, hein, parce que même si j'ai pas trouvé la fin parfaite, l'Attaque des Titans reste quand même un chef-d'œuvre, et j'ai un immense respect pour Isayama et ce qu'il a créé. ありがとう。まだ響いてる。 Allez, à plus!